Bonjour et bienvenue Marine Le Pen. Bonjour. C'est votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et Madame Le Pen, cet entretien intervient dans un moment particulier de troubles sociaux, de violence aussi à l'égard de nos forces de l'ordre et de grande instabilité politique. À ce sujet, vous serez reçu demain par Sébastien Lecornu dans le cadre de ses consultations avec différents partis, le nouveau Premier ministre qui appelle à la rupture, mais auquel vous ne prédisez pas une grande longévité à Matignon. C'est-à-dire que demain, c'est un entretien pour la forme, pour rien. Non, c'est un entretien pour porter la voix des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, pour porter la voix du premier groupe de députés à l'Assemblée nationale. Et pour dire à M. Lecornu que si la rupture consiste à un retour aux sources socialistes, parce que en réalité le socialisme c'est la source du macronisme, eh bien c'est contraire en réalité à l'aspiration majoritaire du pays. Et donc, ça ne peut qu'entraîner, évidemment, la perpétuation d'une crise politique et d'une crise sociale dont il sera certainement la victime. Il y a encore quelques jours, Marine Le Pen et l'ensemble du RN, vous affirmez que la censure n'était pas automatique, qu'il n'y avait pas de censure a priori. Pourquoi le ton, la stratégie a-t-elle changé? Pourquoi le ton se fait plus menaçant? C'est-à-dire que M. Lecornu est arrivé en disant qu'il allait faire une rupture. Nous avions cru que c'était une rupture avec le macronisme. Vous y avez vraiment cru? On a voulu Ironie le croire dans parce ce que que vous dites, oui, mais on a voulu le croire parce qu'en réalité nous sommes de bonne composition. Mais on s'est très vite rendu compte qu'il y aurait une persévérance dans les politiques macronistes, ce qui de la part de M. Lecornu, qui est quand même un des plus proches d'Emmanuel Macron, n'est pas non plus, vous avez raison, très étonnant. Mais c'est évidemment très grave parce que aujourd'hui, la France s'enfonce dans une crise qui est économique, budgétaire, migratoire, sécuritaire et aujourd'hui politique, qui peut, si ça continue comme ça, se transformer en crise de régime. Donc pas d'illusion sur la rupture promise. Et vous avez dit avant-hier lors de votre meeting à Bordeaux, Marine Le Pen, c'est soit la dissolution, soit la démission. Que répondez-vous à ceux qui vous disent « Eh bien, vous êtes passé avec armes et bagages dans le camp du chaos » C'est-à-dire que je passe avec armes et bagages dans un endroit que je n'ai jamais quitté qui s'appelle la Constitution française. Donc je suis désolé de rappeler à ceux qui racontent cela que la Constitution de la Ve République est particulièrement bien faite et qu'elle prévoit, en cas de blocage, en cas de crise politique ou en cas de crise sociale d'ailleurs, un certain nombre de leviers. Il y a la dissolution et si la dissolution n'est pas suffisante, il existe la démission potentielle du président de la République et la voie du référendum d'ailleurs, qui a été évoquée par Emmanuel Macron à de multiples reprises et évidemment jamais mise en œuvre. Nous allons en parler. Le Premier ministre, malgré tout, a annoncé quelques mesures. Marine Le Pen, fin des avantages des anciens ministres. Et plus largement, Sébastien Lecornu veut donner des gages à la gauche avec la taxe Zuckman pour le prochain budget. Rappelons à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est une taxe de 2% sur les patrimoines excédant 100 millions d'euros, comme le propose l'économiste Gabriel Zuckman. Est-ce que clairement vous êtes pour cette nouvelle imposition? Alors, permettez-moi d'abord de répondre à la première partie de votre question. J'adore, ils ont supprimé les avantages pour les anciens ministres. C'est drôle parce que nous avions proposé ça en commission mixte paritaire par la voie d'un amendement et qu'ils ont tous voté contre, sauf LFI d'ailleurs. Donc tout d'un coup, la raison ou la sagesse leur revient. Concernant la taxe Zuckman, notre problème essentiel, c'est qu'elle touche évidemment les biens professionnels. Nous avons, une autre proposition que nous avons effectuée à plusieurs reprises qui permet de préserver la résidence principale ou unique, qui est un concept que nous avons inventé, parce que parfois on a une résidence unique, mais dans laquelle on ne vit pas, qui n'est pas sa résidence principale, de protéger les biens professionnels et d'exonérer 75% de la détention des parts de PME et d'ETI. Ça s'appelle l'impôt sur la fortune financière. Et encore une fois, ça permet... Donc vous êtes pour un nouvel impôt? Oui, mais je pense que l'ensemble... Je pense qu'il n'est pas anormal que ceux qui sont
les plus riches dans notre pays participent au règlement des difficultés. Enfin, ce serait tout de même étonnant. C'est pas un totem d'immunité quand même d'avoir une très grosse fortune. Vous voyez, ce serait étonnant qu'on demande des efforts aux uns et aux autres et que les seuls à qui on n'en demande pas seraient en l'occurrence ceux qui ont un gros patrimoine. Vous estimez Mais ce que je dis, les plus riches, Marine Le Pen, sont avantagés dans notre pays par rapport aux plus défavorisés devant l'impôt? Je dis que tout le monde doit participer et qu'il est assez naturel, de bon sens, de considérer que ceux qui ont le plus, évidemment, participent dans également. Un pays aussi mais ce que je ne veux pas, en revanche, ce que je veux, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière. Parce que l'impôt sur la fortune immobilière, en réalité, ça dépossède les Français du patrimoine immobilier de notre pays. Au bénéfice de qui ? Au bénéfice des assurances, des fonds de pension américains ou je ne sais quoi d'autre. Donc je pense que les Français doivent rester propriétaires de leur patrimoine. Et donc, taxer l'immobilier, mais ne pas taxer la fortune financière, m'apparaît pour le coup être une sottise dans un pays, comme vous dites, où depuis 2017, quand même, les dividendes et les rachats d'actions ont augmenté de 114%. Malgré tout, vous proposez un impôt en plus. Qu'est-ce que vous répondez, Marine Le Pen, à ceux qui, ce matin, se disent LFI veulent faire la poche aux plus riches, vous demandez un effort aux plus riches. En fait, c'est un vieux socialisme fiscal qui est repeint en bleu marine. Oui, mais d'accord, mais on fait comment? Alors, on supprime tous les impôts pour... Bon, moi, je pense, encore une fois, que cette transformation de l'IFI en IFF, qui va permettre de dégager 3 milliards, mais qui protège les biens professionnels, protège la résidence principale ou unique, protège les investissements dans les TPE et dans les PME et les ETI, est une bonne chose. C'est un bon impôt, qui n'est pas un impôt toxique. Bon impôt. Oui. C'est un équilibre que vous... Oui, il y a des bons impôts, parce que derrière, il y a des bonnes dépenses sociales, vous voyez. Donc, à un moment donné, les bonnes dépenses sociales, elles doivent être financées par des bons impôts, c'est-à-dire des impôts qui ne sont pas toxiques. En revanche, il y a des mauvaises dépenses qui sont faites, et ce sont ces dépenses toxiques auxquelles nous voulons nous attaquer, et vous le savez, selon 4 axes. La contribution nette à l'Union européenne, le coût de l'immigration, le train de vie de l'État et la fraude. Parce que la fraude, c'est un vol organisé en fait des moyens des Français. Marine Le Pen, est-ce que vous n'êtes pas coincé en réalité parce que certains dans votre parti, et le premier d'entre eux, Jordan Bardella, a des accents pro-business, et une partie de votre électorat populaire veut que vous alliez plus loin, y compris sur la taxe. Mais c'est tout de même étonnant. Enfin, vous ne croyez pas qu'il y a des grands chefs d'entreprise qui sont prêts à faire un effort? Bien sûr, mais vous les entendez. Mais ils sont prêts à faire un effort, mais je veulent se mobiliser contre toutes ces taxes. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas le consentement à l'impôt, y compris de ceux qui ont les plus gros patrimoines. Véritablement, le problème, c'est le consentement à la dépense. C'est-à-dire que les Français, du grand chef d'entreprise à l'ouvrier, du salarié au professeur, du médecin à l'infirmière, ils ne veulent plus qu'on leur demande de l'argent pour payer une politique d'immigration dispendieuse et encore une fois qui a des conséquences dramatiques sur notre pays. Ils ne veulent pas verser 10 milliards, voire multiplier la contribution nette de l'Union européenne par 3 en l'espace de 8 années. Alors même que l'Union européenne envisage de baisser la PAC pour nos agriculteurs, impose le Mercosur, impose le CETA, impose des accords avec les États-Unis qui sont des accords dramatiques en matière de droits de douane, ils ne sont plus d'accord avec ces dépenses-là. Mais si on règle, et moi je m'y engage, si on règle cela, si on leur dit, écoutez, avant de vous demander de toute façon un effort supplémentaire, nous allons déjà faire l'ensemble des économies qui doivent être faites. Je suis absolument convaincu, mais exactement, c'est exactement cela, et je pense que une grande majorité de Français sera d'accord pour cela. En tous les cas, du côté du Premier ministre, ce sont des gages donnés à la gauche avec cette taxe Zuckman. Parlons des socialistes qui se retrouvent au centre du jeu politique. Tout ça, c'est symbolique en réalité. Je veux dire, ils sont en train... Oui, lourd, mais vous avez raison, mais ils sont en train, même si c'est toxique, ils sont prêts à donner des victoires en réalité symboliques au Parti socialiste. Pourquoi ? Pour durer, pour rester en place. Donc en réalité... Le premier objectif de ces gouvernements, rester en place. Mais ce n'est pas une politique pour le pays, ça, rester en place.
Vous voyez, c'est pas une politique pour le pays, c'est une politique pour eux-mêmes. Hier, le député du Bloc central, Sylvain Maillard, disait, pardonnez-moi, c'est son mot, c'est une connerie, cette taxe Zuckman, mais il faut qu'elle passe parce que le coût d'un non-budget serait plus important que cette taxe-là. Mais il n'y a pas de non-budget, ça n'existe pas, et M. Maillard le sait très bien, il y a toujours un budget. Mais non, ce qui veut dire, c'est que c'est une connerie, mais ils vont le faire quand même, parce que ça permet d'obtenir un accord de non-censure, c'est-à-dire qu'en réalité, l'accord de désistement qui a été passé il y a 1 an s'est transformé au fur et à mesure en accord de gouvernement. Et on va se retrouver avec un bloc central appuyé et aidé par LR et appuyé et aidé par le Parti socialiste. Ça rappellera quand même aux Français quelques bons souvenirs, l'UMPS, etc. Des socialistes qui estiment, en tous les cas, un ancien président, Marine Le Pen, que vous ne faites pas, que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain, déclaration de François Hollande, qui y voit par contre la France insoumise. Est-ce que ça veut dire, ça vous fait sourire, mais que la stratégie dite de la respectabilité se heurtera toujours au même mur qu'est une muraille en réalité? Et c'est pas ça, c'est qu'en réalité, les propositions que nous faisons sont tellement évidentes, tellement de bon sens. Je pense tellement partagées par une majorité de Français, que pour s'y opposer, quand on n'a pas d'arguments, le seul moyen, c'est de sortir ces énormités dont, d'ailleurs, il ne se justifie jamais, qu'il n'argumente jamais. Mais pourquoi ? Et j'entendais encore hier ou ce matin la présidente de l'Assemblée nationale sortir une énormité en disant mais le Rassemblement national ne partage pas les valeurs républicaines parce qu'ils font le tri entre les Français en fonction de leur origine. Eh bien, je lui lance un défi, qu'elle trouve dans le projet du Rassemblement national une seule mesure. Elle fait référence au conditionnement. Une seule mesure qui fait le tri entre les Français en fonction de leur origine. Voilà. Elle parle français étranger, je suppose. Ah oui, enfin les Français et les étrangers, Madame Braun-Pivet, ce n'est pas la même chose. Voilà. Il y en a d'ailleurs qui peuvent voter et d'autres qui ne peuvent pas voter, comme quoi vous voyez qu'il y a déjà dans la Constitution quelques différences. Contexte politique instable, Marine Le Pen, dégradation de la note de la France et mouvements sociaux. Une manifestation est prévue ce jeudi après le mouvement Bloquons tout. Est-ce que vous comprenez cette colère ou est-ce que pour vous, ce sont des journées de casse et de dégradation? Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien comprendre la colère des Français, des salariés, des gens qui sont au chômage à cause de la manière dont le pays est géré. Ce qui est éminemment condamnable, c'est qu'en réalité, depuis des années, et presque déjà depuis Nicolas Sarkozy, toutes les revendications sociales, toutes les manifestations sociales ont été investies par l'extrême gauche et par ces éléments les plus violents que sont les Black Blocs, qui ont réussi d'ailleurs à les pourrir. C'est pour ça que vous ne soutenez pas clairement les mots. Donc je dis, les pires ennemis en réalité de la cause sociale, ce sont les Black Blocs et l'extrême gauche. Parce qu'ils donnent de ces revendications qui peuvent être légitimes une image absolument déplorable et surtout, ils créent le chaos dans notre pays en s'attaquant notamment aux forces de l'ordre qui n'en peuvent plus d'être les victimes expiatoires en fait des politiques menées dans le pays. Parlons-en, les forces de l'ordre attaquées. Il y a encore quelques jours, lors d'un événement, l'ouverture d'un restaurant à Paris dans le quartier de Châtelet-Léal. Ils ont été pris à partie. Et puis là, des policiers et des gendarmes plus largement devenus cibles récurrentes comme à Reims. Vraiment, je vais insister sur ce qui s'est passé à Reims. Ce sont 7 policiers qui étaient hors service, qui étaient dans un moment de convivialité, dans un restaurant. Ils ont été violemment agressés. Ils se sont fait attaquer par une dizaine d'individus. Un des agresseurs était sorti de prison depuis seulement quelques jours. À partir de chacun dit un cap est franchi. Quelle peut être la suite aujourd'hui? Mais ça arrive tous les jours. Vous savez, notre collègue Mathieu Vallet, commissaire de police, nous le rapporte tous les jours. Tous les jours, il y a des policiers qui sont pris à partie, qu'ils soient en tenue ou qu'ils soient reconnus dans une activité civile. Leur famille, leur domicile, tout ceci est inadmissible, insupportable. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'en réalité, ceux qui s'attaquent à nos policiers le font avec un sentiment d'impunité totale. Voilà, ils ont le sentiment qu'attaquer un policier, eh bien, somme toute,
ça peut ne pas avoir de grandes conséquences. Donc il faut à tout prix, comme ça existe dans un certain nombre de pays d'ailleurs, sacraliser nos forces de l'ordre. On ne touche pas à un policier. Et si vous touchez à un policier, eh bien les conséquences et la dureté de la loi va tomber sur vous. Et à partir du moment où tout cela ne sera pas fait, eh bien on mettra encore nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos personnels pénitentiaires, mais aussi aujourd'hui nos pompiers en grand danger. Une partie de la justice met une cible sur le dos de ces forces de l'ordre ? Non, ce que je dis, c'est que l'impunité est une hormone de croissance de la violence. Direction la Grande-Bretagne, à présent, Marine Le Pen, toute autre ambiance, avec un mouvement où, il faut le reconnaître, il n'y a pas eu de casse, de dégradation. Comme absolument tout le temps que l'extrême gauche ne participe pas à une manifestation. Je veux dire, à chaque fois que l'extrême gauche est absente, les gens sont polis, disent bonjour, ils cassent rien, ils dégradent pas les vitrines, ils attaquent pas les banques, ils font pas lancer des éponges sur les banques par leurs enfants pour leur apprendre à être demain des casseurs, etc. Non mais voilà, je veux dire, il y a un moment, là on voit quand même une différence qui est fondamentale. Différence donc dans les rues de Londres avec un mouvement anti-immigration massive et pour la liberté d'expression, un mouvement qui a rassemblé beaucoup de monde à l'initiative d'une figure nationaliste, Tommy Robinson. Est-ce que vous auriez pu y être ? Est-ce que votre place aurait pu être dans ces cortèges-là ? Mais, moi, je considère que lorsqu'on a des députés à l'Assemblée nationale, le rôle des députés, c'est de mener le combat à l'Assemblée nationale. Maintenant, je comprends parfaitement et je vois très bien de quoi cette grande manifestation est le signal, est le symptôme. C'est le symptôme d'une exaspération absolue à l'égard de l'immigration massive, à l'égard de l'immigration de guichet, à l'égard de la complaisance qui existe de la part des gouvernements envers une immigration qui est souvent illégale et qui est parfois violente, sans aucune conséquence. Pourquoi, en ayant des députés à l'Assemblée, vous ne pourriez pas aussi participer à de tels mouvements ? Est-ce que c'est une position de principe pour vous ? Vous dites non, le combat n'est pas dans la rue, il est dans le combat, il peut être dans la rue. Le peuple peut très bien mener un combat dans la rue, mais vous le savez, depuis de très nombreuses années, je vous le dis, moi je ne participe pas à des manifestations parce que je considère que le rôle que nous avons, et c'est le rôle, encore une fois, c'est le mandat qui nous a été donné par le peuple français, c'est de mener ce combat-là dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, où d'ailleurs on a quelques surprises. Hein, parce que j'entends par exemple des ministres de l'Intérieur, M. Retailleau par exemple, qui est souvent sur votre antenne, qui vient nous expliquer qu'il faut faire preuve de fermeté. Moi j'ai souvenir, il y a quelques mois, nous avons dans notre niche déposé un texte pour demander l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers, et son secrétaire d'État est venu à la tribune pour nous dire non, nous ne voterons pas cette mesure. Donc, je ne supporte plus le double discours. Voilà. Donc, je partage les préoccupations, bien entendu, de ceux qui s'inquiètent et qui sont exaspérés par l'absence, justement, de réaction des gouvernements. Mais moi, mon action, je l'amène à l'Assemblée nationale parce que c'est le mandat qui m'a été donné. En France, vous n'en serez pas. Moi non, mais très certainement, je vais vous dire, nos électeurs, nos sympathisants pourraient y être présents de la même manière que nos électeurs, nos sympathisants et nos cadres peuvent participer à la signature de la pétition de M. De Villiers. Parlons-en, elle a rassemblé jusqu'à ce matin, je crois, plus d'1 300 000 signataires. Vous-même, vous l'avez signé, vous allez le... Non, mais encore une fois, moi je ne signe pas de pétition. Moi je dépose parce que moi je dépose des propositions de loi. Voilà, signer une pétition pour... C'est contradictoire, madame. Mais parce que je crois que très honnêtement, tout le monde sait ce que je pense de l'immigration. J'ai peut-être pas besoin d'aller signer une pétition pour le coup. Voilà. Réclamer le non, mais je n'ai rien contre M. De Villiers. Ne me faites pas essayez pas de créer une division. Je n'ai rien contre monsieur. Je n'ai rien contre M. De Villiers. Je comprends très bien et nous partageons depuis de nombreuses années une inquiétude majeure à l'égard de la politique d'immigration menée. Nous plaidons au Rassemblement national depuis des années pour un référendum, non pas tant sur l'immigration, mais un référendum
constitutionnelles qui permettent de changer la Constitution pour intégrer dans la Constitution le droit des étrangers, ce qui nous permet d'éviter de tomber sous les fourches codines de la justice internationale ou des différentes cours qui sont autant de structures qui nous empêchent en réalité, de décider de notre politique migratoire. Donc, je ne peux qu'être d'accord sur la mise en œuvre d'un référendum sur l'immigration. En train d'essayer de créer des contradictions. On essaie de comprendre pourquoi, dans certains pays, ce sont des figures autres que les politiques. Par exemple, Tommy Robinson. On peut parler également de feu Charlie Kirk. Ou alors Philippe de Villiers, qui n'est plus dans la politique active, comme vous, qui mène aujourd'hui des actions qui sont à côté de la politique, qui peuvent rassembler beaucoup de monde. Est-ce que ça vous interroge aujourd'hui sur le rôle de ces personnalités ? Non, mais moi, je voudrais juste poser la question, comment faire pour faire pression sur des ministres de l'Intérieur qui se présentent comme, encore une fois, faisant preuve de fermeté à l'égard de l'immigration et qui ne font rien. Voilà. C'est M. Retailleau que ça devrait interpeller, ces 1 300 000 signatures. Moi, elle ne m'étonne pas. Il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une de ces politiques essentielles, historiques, c'est précisément de maîtriser l'immigration. Mais M. Retailleau, lui, il n'est pas... voilà, il ne se dit pas, tiens, mais pourquoi l'Allemagne, en faisant preuve de volonté politique, a réussi à faire baisser de 50% ses demandes d'asile et que la France est la recordman absolue en Europe des demandes d'asile, y compris depuis M. Retailleau. C'est la question. Pourquoi est-ce qu'on continue à... Il y a un hémicycle entravé et un gouvernement qui ne va pas... Non. Pourquoi est-ce qu'il continue, alors qu'il en a le moyen, à multiplier les naturalisations, alors que c'est vraiment, pour le coup, un acte souverain? On décide ou on ne décide pas. Pourquoi est-ce qu'on régularise à tour de bras, alors qu'il faudrait supprimer la régularisation de la loi, la supprimer, voilà, et conserver que des exceptions en Conseil des ministres pour régulariser au goutte à goutte, parce que les gens qui vraiment le méritent. Quand on vient de manière illégale, clandestine sur le territoire national, on n'obtient pas la régularisation. On retourne chez soi, on demande l'autorisation de venir, elle vous est accordée ou non, et à ce moment-là, vous pouvez venir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça ? Je ne vais pas poser la question sur l'union des droits. Il faudra lui poser la question. Vu ce que vous dites sur M. Retailleau, c'est clair. La porte est déjà fermée depuis très longtemps. Mais c'est pas que la porte est fermée. Écoutez, ils ont été au pouvoir. Je veux dire, est-ce qu'ils ont réglé le problème ? Il y a un moment, moi, vous savez, je suis simple dans ma démarche. Est-ce que des gens qui aujourd'hui nous tiennent des discours très fermes, les mêmes que les vôtres ? Oui, mais eux, ils ont été au pouvoir et ils ont démontré qu'ils étaient dans l'incapacité de le faire, pas parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. En réalité, parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Il n'y a pas d'impossibilisme, il n'y a pas un hémicycle entravé, il n'y a pas une partie de l'Europe qui tient les points de la France. Mais il y a toute une série de choses, et vous le savez bien, qui peuvent se faire par circulaire et par décret. La preuve, c'est qu'il a fait une circulaire. Elle est tellement nulle qu'elle n'a eu aucune conséquence sur les régularisations, en réalité. Il aurait très bien pu, par circulaire, donner des instructions pour que les régularisations soient limitées de manière drastique. Il ne l'a pas fait. Donc ça n'est pas un problème de pouvoir, c'est un problème de vouloir. Tout autre sujet, Marine Le Pen, et il crée une vive polémique, une grande indignation. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1 ce matin. Et cette polémique est suscitée par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui appelle à hisser le drapeau palestinien le 22 septembre, je le rappelle, jour de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Olivier Faure qui estime également que ceux qui ne peuvent pas fêter cela et le Nouvel An juif, qui arrive concomitamment, seraient des semeurs de mort et de haine. Que veut-il ? Que veut Olivier Faure ? Il veut ce que veut toute la gauche française et européenne, c'est-à-dire refaire des juifs des parias, voilà, et accessoirement peut-être un jour les faire partir, parce qu'ils commencent à avoir tellement peur en Europe et en France que pour certains, ils se disent qu'ils n'ont pas d'avenir dans notre pays, et c'est dramatique, parce que notre pays est le leur, c'est leur pays. Donc on est en train de pousser des Français, en réalité, au départ. On laisse se multiplier des propos, des actions
qui puisent leur source dans un antisémitisme d'une violence inouïe. On s'attaque à des étudiants parce qu'ils sont juifs, on s'attaque à des chanteurs qu'on veut interdire d'Eurovision parce qu'ils sont juifs, on s'attaque à des gamins parce qu'ils sont dans un avion et qu'on leur demande de descendre. Mais tous ces actes-là devraient susciter une indignation majeure, massive. Et ce n'est pas le cas. Or, écoutez, en tout cas... Et chez nos voisins également, en Espagne. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont indignés par cela. Mais vous noterez que tous ceux qui soutiennent en réalité cela, ce sont des gouvernements de gauche. Oui, Pedro Sanchez est Premier ministre socialiste, ça ne nous a pas échappé. Et Emmanuel Macron, sur la reconnaissance de l'État de Palestine, Marine Le Pen, est-ce que véritablement vous pensez que c'est totalement, antinomique, que c'est même contre-productif avec la situation et la bataille face au Hamas? Ou est-ce que vous pensez, comme le dit ou semble dire Emmanuel Macron, c'est ainsi qu'on pourra pousser enfin, peut-être un jour, à une solution? Mais vous connaissez ma position. Nous avons toujours été pour l'existence de deux États. Mais c'est le moment qui est catastrophique. C'est-à-dire le faire maintenant. C'est donner en réalité quitus au Hamas. Et leur dire, nous allons, vous, groupement terroriste Hamas, vous donner un pays avec tous les moyens et la puissance que ça peut représenter. Le signal est donc catastrophique. Et il le sait pertinemment, Emmanuel Macron. Et il le fait pour une raison très simple. C'est qu'il cherche à caresser dans le sens du poil un électorat dont il pense que demain, au municipal, dans des législatives, il aura besoin. Il essentialise tout le vote des banlieues, pensant qu'ils vont tous voter parce qu'il va reconnaître l'État de Palestine. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis absolument convaincu que c'est sa démarche. Et c'est ce qui explique son silence, selon vous, sur ce sujet? Mais c'est ce qui explique son silence. C'est ce qui explique qu'il ne soit pas venu à la manifestation de lutte contre l'antisémitisme. Ça explique énormément de choses. Ça explique ses revirements. Ça explique quand il a réclamé, le boycott des ventes d'armes à Israël. Ça explique les propos extrêmement durs qu'il a. Israël peut être d'ailleurs critiqué sur telle ou telle démarche, mais dans sa volonté d'éradiquer le Hamas, évidemment qu'il doit être soutenu, parce que tout groupement terroriste de cette nature est un danger majeur. Dans sa volonté d'éradiquer de la Hamas et dans son action vis-à-vis de Gaza, vous apportez à Israël un soutien absolu. Non, mais je n'apporte jamais de soutien absolu ni inconditionnel à quiconque. Voilà, les choses sont claires. Je mesure, encore une fois, les actions en fonction de ce qui se passe. Ce que je note, c'est que aucune des personnes qui critiquent Israël n'apporte la moindre solution pour éradiquer le Hamas. Peut-être d'ailleurs la solution est-elle dans les amis du pouvoir, le Qatar et un certain nombre de pays qui manifestement ont un lien très proche avec le Hamas puisqu'ils accueillent leurs dirigeants, etc. Voilà peut-être un moyen d'éradiquer le Hamas et de permettre à ceux qui sont opposés au Hamas, car il y a des Palestiniens opposés au Hamas, ils se font d'ailleurs tirer dessus par le Hamas. Ils se font tirer dessus par le Hamas, ils se font affamer par le Hamas. Eh bien, ceux-là ont le droit d'envisager un jour de pouvoir avoir un État, mais un État terroriste aux portes d'Israël, pour nous, c'est non. Il nous reste quelques minutes, Marine Le Pen, pour ce grand entretien sur CNews et Europe 1. Une question vous concernant. Beaucoup voient, je parle de beaucoup de responsables politiques, dans votre empressement de demander une dissolution, une volonté d'arriver au pouvoir pour vite faire passer une loi d'amnistie. Vous avez déjà répondu à cela, mais plusieurs responsables du RN seraient en train d'y travailler, de plancher très très concrètement sur l'annulation de l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Alors, on mélange tout. Je vous signale que les mêmes a expliqué il y a quelques semaines que je ferai tout pour m'opposer à une dissolution et que très certainement je soutiendrai François Bayrou jusqu'au bout pour éviter qu'il y ait des nouvelles élections et que je ne puisse pas me présenter. Donc de toute façon, j'ai l'habitude, on a toujours tort, que ceux qui nous écoutent sachent que je ne prends jamais mes décisions politiques en fonction de mon intérêt personnel. Donc c'est non. Jamais. Aucune loi d'amnistie n'est en préparation. Jamais. Et une loi d'amnistie, ça n'est pas une loi visant à supprimer la possibilité de l'exécution provisoire. C'est la niche
de Éric Ciotti. Éric Ciotti a déposé un texte pour dire on ne peut pas mettre en œuvre l'exécution provisoire d'une inéligibilité. Je vous signale que... Ça ne vous a pas échappé qu'il le fait aussi en grande partie pour vous, Madame Le Pen. Mais je vous signale que... Votre cas. Je vous signale que c'est la position d'ailleurs de la Cour européenne des droits de l'homme, pour une raison simple, c'est que les conséquences d'une éligibilité par rapport à la liberté de voter des électeurs, eh bien, ne peut être mis en œuvre que dans le cadre d'une décision définitive. Et on l'aura peut-être bientôt, cette décision définitive. Le procès en appel alors des assistants parlementaires du RN et donc le vote interviendra en pleine campagne des municipales. Hasard. Rien ne change, rien dans vos arguments, rien dans votre stratégie. Hasard, en pleine campagne des municipales. Ça aurait pu être le lendemain des municipales? Non, c'est en pleine campagne des municipales. Donc, après avoir percuté en quelque sorte, ou avoir voulu percuter gravement l'élection présidentielle, maintenant, on cherche à percuter gravement l'élection municipale. Moi, je trouve que ces ingérences, objectivement, du pouvoir judiciaire commencent à poser problème. Bon, maintenant, j'irai, je défendrai mon innocence, j'expliquerai à la Cour en espérant qu'elle ne se fasse pas une opinion, avant même que j'ai pu parler, comme c'était le cas manifestement pour le tribunal, ce qu'il en est. Et je garde un tout petit espoir. Dernière question, Marine Le Pen, c'est à la fois politique et médiatique. C'est ainsi que ces derniers jours, l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen a donné lieu à une polémique sur le rôle du service public, sur l'exigence de pluralité à laquelle nous sommes tous attachés, surtout pour le service public. Je rappelle que la vidéo filmée à leur insu montre les deux éditorialistes avec deux responsables socialistes avec cette phrase « Nous, avec Patrick, on fait ce qu'il faut pour Dati ». Les deux journalistes et le service public se défendent, parlant même d'une cabale de l'extrême droite. Encore ce matin, les propos de la patronne de Radio France. Vous appelez depuis longtemps à une privatisation du service public. Oui. Cette affaire, de quoi est-elle le révélateur selon vous ? Le révélateur du fait que le service public de l'audiovisuel est totalement colonisé par la gauche et l'extrême gauche. Enfin, je veux dire, Madame Ernotte et Madame Veil protègent cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont reconduites dans leur mandat, oui. Dans leur fonction. C'est exactement pour ça qu'elles le sont et qu'elles sont choisies et qu'elles sont reconduites dans leur fonction. Mais au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Je pense que l'Arcom, dont l'existence doit être interrogée quand même, l'Arcom devrait en réalité imposer le pluralisme dans le service public, pas dans le privé. Parce que qui est des chaînes privées qui soient colorées politiquement, ça ne pose pas vraiment de problème. Le problème, c'est quand le service public est coloré politiquement. Parce que le service public, il est financé par tout le monde. Et donc on ne peut pas, encore une fois, se servir de la puissance de l'audiovisuel public pour mener une guerre politique à des adversaires. Et pourquoi je veux la privatisation ? Parce que je ne veux jamais que nous soyons accusés de cela. Au moins, en privatisant, il n'y aura plus de difficultés. Personne ne pourra nous accuser d'utiliser l'audiovisuel public pour pouvoir agir contre des adversaires sur le service public. Voilà. Donc la privatisation, justement... Donc en réalité, vous voyez, les tenants de la liberté et du pluralisme, c'est nous. Chacun jugera. Merci Marine Le Pen. C'était votre grande interview ce matin. Merci à vous pour cette invitation.